السلام عليكم جميعا، تحية طيبة. نرحب بكم في هذه الأمسية الرمضانية في موضوع جميل مع أستاذ أجمل. إذا نجدد له الشكر على قبول الدعوة في مركز رفق البحث العلمي وبشراكة مع مركز إبداع والكلية متعددة التخصصات بورزازات. بالمناسبة نشكر السيد العميد على قبول هذه الشراكة. فنرحب بكم جميعا في هذا اللقاء والذي سيكون حول موضوع vers la souveraineté énergétique au Maroc, énergie renouvelable et hydrogène verte. دونك هذا اللقاء هذا سيؤطره الأستاذ حسين زقو، اللي هو معروف متخصص وأستاذ جامعي في هذا المجال، وهو مسؤول فريق البحث في الكلية في الكيمياء التطبيقية. كما أنه قد شغل يعني منصب الفيس دويان، اللي هو مسؤول عن لي زافير بيداغوجيك اي ستوديونتين في لا فاكولتي ديال البولي ديسيبلينير في ورزازات، وقد أطر جملة ومجموعة من الأطروحات الدكتوراه وشارك بعدة مقالات علمية. كما له خبرة في طبعا المجال المدني مع عدة جمعيات. بروفايل جمع بين التخصص الأكاديمي والعمل المدني، فنرحب به ونشكره على قبول الدعوة، وإن شاء الله تعالى سنفتح له المجال من أجل تقديم عرضه، ثم نفتح المجال للأسئلة يعني لما ينتهي الدكتور. دكتور، السلام عليكم وشكرا جزيلا على قبول الدعوة. السلام عليكم سي الغزيل. عليكم السلام. أولا شكرا جزيلا على دعوتكم لإلقاء هذه المحاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه. اللهم يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الزميل المحترم سي الغزل، وعبره أشكر الأصدقاء في مركز رفق للبحث العلمي، وكذلك مركز الإبداع Centre d'innovation. Et aussi, je remercie à travers lui. Excusez-moi, je vais présenter ma conférence en français. Mais de temps en temps, je vais voilà, expliquer des passages qui sont difficiles en darija, en l'arabia. D'accord? Et voilà, je remercie à travers Monsieur Larzil son staff au centre au centre RIFC de la recherche scientifique et le centre d'innovation, et ainsi que voilà, je n'oublierai pas de remercier toute l'assistance ici présente en ligne. Mes remerciements vont aussi à Monsieur le doyen de la faculté des sciences, la faculté polydisciplinaire de Ouarzazate, ainsi que tous les membres de mon équipe de recherche chimie appliquée, géomine et modélisation. Donc, pourquoi tout d'abord, je vais voilà, partager ma présentation. Donc, j'ai oublié de partager. Est-ce que les diapos sont visibles, monsieur? Oui, oui, c'est très bien. Donc, vous pouvez faire le D'accord. diaporama. Donc, diaporama. OK. Donc, ça marche. Ça marche, excellent. OK. Donc, pourquoi j'ai choisi cette thématique ou bien ce sujet? Vous savez très bien que le nerf de l'économie, c'est l'énergie. À travers, bien sûr, l'énergie, on peut faire beaucoup de choses. Et vous savez comment, voilà, l'ampleur de la crise économique, une fois qu'il y a des problèmes dans des pays producteurs de l'énergie, en l'occurrence ce qui se passe actuellement au pays du Golfe. Et bien évidemment avant la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Donc ma confidée vers la souveraineté énergétique au Maroc.
Je vais prendre l'exemple des énergies renouvelables et hydrogène vert. Ce sont deux filières qui sont importantes et qui sont prometteurs au Maroc. Vous allez voir au fil de ma conférence voilà pourquoi le Maroc s'est orienté vers ces deux filières en termes d'énergie. Donc, je me présente, je suis Hussein Zgou, professeur à la faculté polydisciplinaire de Ouarzazate. Voilà. Ma présentation, elle porte sur euh, euh, au moins six axes très importants. Donc, après une introduction, j'aborde le plan des énergies renouvelables au Maroc. Dans un troisième, dans le deuxième axe, la stratégie marocaine de l'efficacité énergétique, parce que on ne peut pas parler des énergies renouvelables sans voilà, exposer l'importance de l'efficacité énergétique dans ce domaine. Le troisième axe porte sur l'offre Maroc hydrogène vert. Et puis le cinquième axe est consacré à la diversification des ressources. Et le sixième axe, les infrastructures et partenariats dans ce domaine. Et je vais compléter par une conclusion et référence bibliographique. Donc, comme vous le savez, comme j'ai déjà dit, l'énergie au monde, c'est le nerf de l'économie. Donc, un pays qui détient des ressources et des réserves de l'énergie, donc c'est un pays qui pourra faire beaucoup de choses à travers l'industrie, le transport, l'agriculture et bien d'autres secteurs, et bien d'autres secteurs qui sont très importants pour la vie humaine. Donc, pour le contexte général, notamment le contexte du Maroc, d'accord? Le Maroc n'est pas un pays producteur des énergies fossiles, donc il dépend principalement de l'étranger, donc il exporte beaucoup d'énergie, donc voilà, il y a quelques années, le Maroc importe à peu près de 96% de ses ressources en énergie. Et donc, ce pourcentage de l'export des énergies, il pèse lourd sur le PIB du Maroc. Et donc, il faut trouver des solutions pour alléger cette facture énergétique. C'est pour cela que j'ai intitulé ma présentation, ou bien ma conférence, la souveraineté. C'est quoi la souveraineté? هي en arabe سيادة. Une fois تكون عندك واحد السيادة dans un secteur, c'est-à-dire tu n'as pas besoin d'acheter ou bien d'importer ces ressources à l'étranger. De plus, lorsqu'un pays importe beaucoup de produits à l'étranger, ces ressources en devises sont en réduction perpétuelle. Et donc, il faut trouver des solutions pour, euh, pour avoir cette souveraineté, surtout dans ce sujet, la souveraineté en termes d'énergie. Autre chose, comme vous savez, le Maroc, avant 25 ans, son économie repose principalement sur trois secteurs qui sont importants, l'agriculture, le tourisme et les produits du phosphate. D'accord? Donc, avec des aléas climatiques, la sécheresse, etc., donc la pénurie de l'eau, donc le secteur de l'agriculture est frappé de plein fouet. Et donc, et puis après, le problème de la sécurité au monde, le terrorisme, etc., il impacte négativement le tourisme.
Et de l'autre côté, donc l'OCP ne peut pas supporter voilà, il ne peut pas à lui tout seul contribuer dans l'économie marocaine. Donc, il fallait trouver d'autres issues pour diversifier l'économie marocaine. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'a fait Sa Majesté le roi depuis son ascension au trône, à son trône alaouite, donc en 1999. Donc, lui, il a opté pour la diversification de l'économie marocaine. Donc, il a principalement fait l'accent sur les infrastructures avec le port d'Angemed et voilà, le plan des énergies renouvelables notamment, et aussi la transformation des produits locaux au sein du Maroc. Donc, ces secteurs-là, ils ont ils ont besoin de beaucoup d'énergie, et c'est pour cela que le Maroc a lancé des gigantesques projets en termes des énergies renouvelables au début, et récemment, il s'est orienté vers l'hydrogène vert. Donc ça, c'est une introduction pour vous, voilà, pour vous éclaircir le contexte de mon intervention, d'accord? Et puis, bien sûr, introduire toute l'audience, l'auditoire, afin de suivre de près voilà le déroulement de ma présentation, parce que à chaque fois j'essaie d'être facile dans mon explication, et ne pas entrer dans des termes techniques, scientifiques, qui sont loin de la plupart des gens qui ne sont pas spécialistes en la matière. Donc, je vais commencer par la question suivante. Si je vous pose la question suivante pour tout le monde, vous pouvez me répondre soit oralement, soit par le chat. Donc, quelles sont les raisons principales qui poussent le Maroc à, voilà, à s'orienter vers les énergies renouvelables? Donc, ça, c'est une question pour les étudiants. Pourquoi? Parce que il y a des entretiens qui se font dans beaucoup de concours, et cette question, surtout dans le domaine des énergies renouvelables, il peut être sujet, voilà, sujet d'un entretien dans des concours dans le domaine des énergies renouvelables. Donc, à votre avis, pourquoi le Maroc s'oriente vers les énergies renouvelables? Je vous écoute. Donc, Il y a une réponse dans le chat: préserver le ouais, potentiel environnemental. donc, vous pouvez m'aider, monsieur Rzil. Donc, vous pouvez m'aider en lisant les réponses. Donc la première, c'est Pourquoi? Voilà, c'est un test. préserver le Oui, potentiel environnemental naturel. La deuxième, tout simplement car nous ne sommes pas un pays producteur du pétrole. La oui, troisième, développer la souveraineté énergétique marocaine. oui. Donc, dans toutes ces réponses, voilà, il y a une réponse qui est vraiment euh, qui touche au cœur de la réponse, c'est la souveraineté. C'est-à-dire, il faut être indépendant de l'étranger. Et les raisons, celui qui a donné la réponse pour le respect de l'environnement, etc., ce n'est pas la raison principale dans tous les pays, bien sûr, parce que dans l'économie, s'il n'y a pas des bénéfices économiques, on ne peut pas parler de respect, de respect de l'environnement. Parce que si je respecte l'environnement
et je perds en termes de l'économie. Donc, c'est pas intéressant parce que toutes les multinationales qui investissent dans ce domaine, bien sûr, ils comptent sur voilà, sur les bénéfices, donc avoir des bénéfices. D'accord? Et si, bien sûr, si on peut coupler et les bénéfices et le respect de l'environnement, c'est idéal. Mais la raison principale, donc les raisons, ils sont de, en fait, ça marche pas là. Voilà. Donc, le Maroc a quatre raisons majeures pour développer les énergies renouvelables. Donc, la première, c'est que le Maroc ne dispose pas de ressources fossiles significatives. Donc, jusqu'à présent, bien sûr. Pourquoi j'ai dit jusqu'à présent? Parce que on peut avoir des gisements après les explorations, notamment. Dernièrement, nous avons un gisement en énergie, en gaz naturel, à Tendrara et à Larache. Donc, voilà, ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est en contribuant à la souveraineté énergétique, les énergies réduisent le besoin en devises et la devise qu'on utilise pour l'achat des carburants, ce qui pèse lourdement sur le PIB. Donc, vous rendez compte, donc, entre 6 et 15% de la facture énergétique, il est, voilà, il est dépensé pour l'achat d'énergie à l'extérieur. Donc, à titre d'exemple, nous avons un chiffre en 2024. Donc, à peu près 114 milliards de dirhams, 11 milliards de dirhams, de dollars. C'est la facture énergétique en 2024. Donc, c'est un montant qui est très élevé vis-à-vis, bien sûr, le PIB de Maroc. Nous avons aussi, bien sûr, le marché mondial de l'énergie qui est devenu complètement imprévisible. Donc, en l'occurrence, ce qui se passe actuellement dans les pays du Golfe, on entend que le détroit de Hormuz, il est fermé et donc l'approvisionnement en énergie pour tous les pays au monde, il est arrêté jusqu'à présent. Donc, pour la troisième raison, les électricités éoliennes et solaires photovoltaïques sont devenues les moins chères depuis 2015, c'est-à-dire que le Maroc, il développe des énergies renouvelables avec des coûts compétitifs. Je vais traiter ça en détail dans la conférence. Et la quatrième raison, c'est comme vous le savez, dernièrement, il y a une taxe qui s'appelle la taxe carbone. Donc, CBAM, c'est un mécanisme qui a été voilà, mis en place en Europe après l'accord de Paris. C'est la taxe carbone. Donc, CBAM, c'est en anglais, c'est Carbon Border Adjustment Mechanism. C'est un mécanisme de contrôle ou bien d'ajustement de carbone aux frontières de l'Union européenne. Donc, il est opérationnel dès le 2026. Donc, le commerce national sera à long terme enclin à taxer l'importation des produits, n'importe quel produit, ayant une empreinte carbone supérieure à celle des mêmes produits fabriqués dans les pays d'importation. C'est-à-dire, si on suppose, par exemple, les pays européens, les agriculteurs européens, ils payent des taxes sur les produits voilà, qu'ils mettent dans le marché en Europe et ce n'est pas judicieux d'avoir voilà, des mêmes produits qui sont provenus du Maroc et qui ne payent pas cette taxe. Et donc, tous les exportateurs vers l'Europe euh, vont subir cette taxe carbone. Et donc, ces raisons-là, ce sont des raisons
qui sont qui pousse le Maroc à s'orienter vers les énergies renouvelables pour verdir son économie, c'est-à-dire pour décarboner tous les produits qu'on exporte vers l'extérieur et d'éviter ces taxes carbone. Donc, voilà, donc je passe maintenant à notre contexte. Donc, je passe à un autre contexte, c'est celui du voisinage du Maroc qui est proche de l'Europe. Vous savez très bien que dernièrement, donc l'Europe a un grand problème en termes d'énergie, notamment lorsque la guerre Russie-Ukraine a été déclenchée. L'économie européenne, elle dépend de 50% de son gaz de la Russie. Donc, nous avons le pipeline gazoduc de gaz naturel qui approvisionne l'Europe depuis la Russie. Il a été détruit. Donc, voilà, 50% de ces besoins en gaz naturel, ils sont arrêtés. Et donc, l'Europe, tous les Européens, ils cherchent à avoir des ressources en énergie. Ça, d'une part. D'autre part, les grands pays européens et ainsi que le Royaume-Uni utilisent toujours une grande part des énergies renouvelables, des énergies fossiles, le charbon et le gaz naturel. Pourquoi j'ai mis ce slide ici? Pourquoi? Parce que maintenant, j'essaye d'exposer selon les raisons que j'ai déjà avancées, les raisons qui poussent le Maroc à développer des projets des énergies renouvelables, c'est pour bénéficier du marché européen. Pourquoi l'Europe toujours utilise les énergies fossiles? Parce que le développement des énergies renouvelables en Europe n'est pas facile parce que il dépend de l'ensoleillement, il dépend des gisements du vent qui ont une vitesse constante, d'accord, pour avoir des énergies éoliennes. De plus, les beaucoup de pays européens, comme vous le constatez dans l'image, voilà, à droite, nous avons des pays européens et beaucoup de pays européens ont abandonné le programme nucléaire, c'est-à-dire l'utilisation de l'énergie nucléaire pour produire l'électricité, notamment l'Allemagne et l'Espagne, l'Italie. Donc, il a complètement annulé tous les réacteurs nucléaires pour la production de l'électricité. Il reste la France et la Grande-Bretagne qui utilisent toujours l'énergie nucléaire. Donc, dans le graphique au centre, vous voyez donc la partie qui est, voilà, la partie verte, il est toujours la partie verte, c'est-à-dire la production de l'énergie renouvelable, pardon, la production de l'énergie, de l'électricité à partir du soleil et du vent, il est toujours faible et que voilà, ces pays utilisent toujours une grande part des énergies fossiles pour s'approvisionner en énergie, notamment l'énergie électrique. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que voilà, ils n'ont pas les moyens pour produire l'énergie verte et toutes les économies européennes sont appelées à décarboner leurs économies et ils n'ont pas les moyens pour produire l'énergie verte. Et donc ça, c'est là où le Maroc peut jouer une carte indispensable dans son contexte géopolitique. Voilà, donc les pays européens ont une ambition pour réduire les ressources
les sources fossiles, c'est-à-dire pour l'utilisation des sources fossiles pour produire l'électricité. Et, voilà, parce qu'ils doivent ils doivent verdir leurs économies. Conformément à l'accord de Paris, donc la COP 21, il y a un accord qui stipule que tous les pays européens doivent utiliser des énergies vertes dans tous les secteurs productifs. Donc, pour cela, ils doivent s'orienter aux moyens de production de l'électricité et les options sont connues et limitées. Soit ils utilisent le nucléaire, soit les éoliens, soit le solaire, soit l'hydroélectricité, soit la biomasse. La biomasse, c'est le bois renouvelable, le biogaz, etc. Ils ont trois options possibles. Les pays européens ont trois possibilités pour atteindre cet objectif. Le premier, soit construire de nouvelles centrales nucléaires. Et maintenant, vous voyez, comme j'ai déjà dit, il y a des hésitations des pays européens qui ont abandonné le nucléaire. Et de plus, pour construire une centrale nucléaire, par exemple, de 8 mégawatts, il faut entre 8 et 10 ans pour la construire et pour qu'il soit opérationnel. L'Europe, normalement, il a besoin maintenant de l'énergie verte. Soit installer largement des éoliennes et des panneaux solaires. Malheureusement, le facteur de charge en Europe, il reste toujours faible. Ou bien, une autre piste, importer de l'énergie sous forme électrique directement ou sous forme stockée comme l'hydrogène vert. Et donc ici, le Maroc intervient dans son contexte géopolitique. Vous savez que le Maroc est le pays qui est stable dans la région MENA. La région MENA, c'est le Nord Afrique et le Moyen-Orient et le Nord et l'Afrique du Nord. Et voilà, donc dans la région MENA, si un pays réussit à produire de l'électricité verte et surtout moins chère que les autres, il va avoir une grande part du marché européen. C'est là où le Maroc a une carte à jouer, comme on va le voir en détail dans cette conférence. Je commence par voilà, la carte qu'il va jouer le Maroc. Donc, de par ça, c'est les atouts dont il dispose, vous savez très bien que le Maroc est le pays le plus stable dans la zone MENA. J'ai déjà dit ça. Et donc, ça, c'est un signe de sécurité pour les investisseurs étrangers. De plus, dernièrement, en 2023, la Banque mondiale classe le Maroc en troisième position dans le climat des affaires, donc après les Émirats arabes unis et le Bahreïn. D'accord? L'atout, le deuxième atout, le seul pays africain qui est connecté électriquement à l'Europe, c'est le Maroc. Vous savez, dernièrement, il y a eu une coupure d'électricité dans l'Europe, donc l'Espagne, le Portugal et le sud de la France. Eh bien, heureusement, c'est le Maroc qui a approvisionné ces pays en électricité. Les avantages fiscaux, le Maroc il présente des avantages fiscaux pour les investisseurs étrangers afin de développer des projets des énergies renouvelables. Et aussi, le Maroc dispose des gisements éoliens et solaires très importants et avec des coûts de kilowattheure très, très faibles, très compétitifs à l'échelle mondiale. La zone, le Maroc possède des zones vastes, dépeuplées, renfermant à la fois et le solaire et l'éolien. C'est-à-dire, pourquoi on dit et le solaire et l'éolien? Parce que vous savez très bien que le soleil, c'est une énergie intermittente. C'est quoi intermittente?
il existe pendant le jour le soleil, mais pendant la nuit, on n'a pas de soleil, c'est-à-dire on n'a pas d'énergie. Mais les éoliennes, ils peuvent travailler, fonctionner le jour et la nuit. C'est le facteur de charge, c'est-à-dire il faut garantir un approvisionnement en énergie et d'une façon continue. Et c'est ça qui n'est pas disponible en Europe. Et c'est pour cela qu'ils cherchent à développer ces énergies au Maroc et puis après exporter l'énergie vers les pays européens. Donc, je vous donne ici l'exemple de facteur de charge. باش تعرفوا علاش كنهضر. Donc, par exemple, la France, le facteur de charge solaire en France, c'est entre 12,5 et 14% contre 20% au Maroc. Déjà, le Maroc, il dépasse la France en termes de facteur de charge solaire. Pour les éoliens, donc 26% en France contre 45% et même il peut atteindre jusqu'à 60% au Maroc. Je passe maintenant aux différents types des énergies renouvelables disponibles au Maroc. Comme vous le savez tous, nous avons l'énergie solaire et l'énergie solaire, il peut être soit sous forme photovoltaïque, soit sous forme thermique. Et dans le thermique, on peut parler de l'énergie thermique basse température pour le chauffe-eau solaire, pour des utilisations qui nécessitent des températures faibles. Et aussi, on peut utiliser le soleil à haute température. C'est ce qu'on appelle le CSP, Concentrated Solar Power, c'est-à-dire l'énergie solaire concentrée qui est utilisée dans Nord Ouarzazate. Et je vais traiter ça d'une façon détaillée dans un slide qui viendra dans quelques instants. Les énergies éoliennes, voilà, donc le Maroc possède des gisements très importants qui sont estimés à environ 6000 mégawatts, voilà, 6000 mégawatts total, d'accord? Dans les régions du nord, de la région de Saouira, Tarfaya, Teza et l'Atlas et le Rif. On a aussi l'énergie hydraulique. Il peut être voilà, considéré comme une énergie renouvelable. C'est elle qui a bien sûr qui a été utilisée par le Maroc depuis son indépendance. Mais avec la pénurie de l'eau, le Maroc abandonne. Il n'abandonne pas, mais il n'a pas le choix. L'eau, il est crucial pour d'autres utilisations que pour la production d'électricité. Et dernièrement, nous avons des petits projets en termes de la biomasse, donc à Fès, à Casablanca et bien d'autres villes qui utilisent le biogaz pour la production de l'électricité, mais d'une façon locale. Voilà, et ici je donne quelques chiffres, je donne les énergies renouvelables au Maroc en quelques chiffres. Vous savez que le Maroc, il a un objectif pour porter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique, donc qui vise à atteindre 52% de sa capacité installée en 2030 et en 2040, 90%. Et en 2050, il opte pour dépasser les 80% de la production d'électricité d'origine renouvelable dans son mix énergétique. Donc la capacité installée a presque doublé entre 2015 et 2024 en termes des énergies renouvelables. Nous avons en 2024 à peu près de 5466 mégawatts propulsés par une forte progression de l'éolien et du solaire. Les capacités installées et leur répartition. Donc, nous avons les énergies éoliennes. En 2015, c'est à peu près 800 mégawatts.
Et en 2024, on a atteint à peu près 2394 mégawatts. Pour le solaire, on est passé de 200 mégawatts vers 950 mégawatts, le PV et le CSP. Donc, le PV 411 mégawatts et pour le CSP 540. Pour l'hydroélectricité, on est passé de 1770 à 2120 mégawatts. Donc, je vous donne le cas maintenant de, comme vous voyez dans l'image à droite, nous avons le complexe Noor Ouarzazate. Il est sous forme de quatre centrales. Donc, la première centrale, c'est Noor Ouarzazate 1. C'est la technologie CSP, c'est-à-dire c'est une centrale thermique, comme des centrales à gaz, des centrales à charbon, mais ici, on chauffe l'eau par les rayonnements solaires pour produire l'électricité. C'est-à-dire, toujours le principe, الناس اللي ما عارفينش le procédé de production de l'électricité. بحال البراج عندنا الماء كيدور لا توربين، الجهد ديال الماء كيدور لا توربين il est connecté, il est relié à l'alternateur pour produire l'électricité. C'est-à-dire, si on arrive بحال الدينامو ديال البيكالا كندوروا داك الدينامو ديال البيكالا وتنضويو. Donc, خاصنا un mouvement de rotation sous forme de l'énergie mécanique. Nous avons l'énergie potentielle, c'est l'eau qui est stockée dans le barrage. On le fait passer dans des tubes pour, voilà, avec une certaine vitesse, c'est-à-dire l'énergie cinétique. L'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, nous avons ce qu'on appelle l'énergie mécanique pour faire tourner les turbines. Et cette énergie mécanique, il se transforme en énergie électrique. Donc, pour la Noor Ouarzazate 2, nous avons ce qu'on appelle voilà, la technologie CSP aussi, fond de miroir cylindro-parabolique. Mais la spécificité de Noor 2, c'est qu'il y a voilà, le stockage, il est augmenté. Et pour l'utilisation de l'eau, pour le nettoyage des miroirs, pour le refroidissement de la vapeur après qu'il dépasse qu'il passe vers la turbine, donc on doit utiliser des quantités d'eau. Donc pour le Nord 1, on fait le refroidissement c'est un refroidissement humide, c'est-à-dire on fait le refroidissement par l'eau. Et dans Nord Ouarzazate 2, le refroidissement, il se fait à sec, c'est-à-dire c'est l'air qui refroidit la vapeur pour qu'il se condense pour avoir le cycle, donc eau, vapeur, eau, etc. Et donc la capacité de Nord Ouarzazate 2, c'est à peu près de 100 mégawatts. Donc ce sont des chiffres très importants. Et puis pour le Nord Ouarzazate 3, il s'agit d'une tour solaire, dans toujours la technologie CCSP, c'est l'énergie concentrée, les rayonnements solaires concentrés pour chauffer le HTF, une huile qui s'appelle HTF. L'HTF a son rôle, il évapore l'eau et la vapeur il est accélérée pour faire tourner les turbines. Donc le Noor Ouarzazate 4, c'est une centrale photovoltaïque avec tracker, c'est-à-dire avec des suiveurs solaires. Donc, le lever de soleil, et les panneaux solaires sont orientés vers les rayons solaires. Et puis, au fur et à mesure que le soleil bouge, donc aussi les panneaux solaires, et ils suivent les rayons solaires jusqu'à le coucher de soleil. Et dans Nord Ouarzazate 3, nous avons un stockage de l'énergie qui peut atteindre 8 heures après le coucher de soleil. C'est ça le point fort de cette technologie CSP. Avec les trois centrales, Nord 1, Nord 2 et Nord 3, on peut produire l'électricité même après le coucher du soleil. C'est ça l'importance
cette technologie CSP. Alors que pour les Nord 4, on n'a pas la production d'électricité pendant la nuit. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de soleil et la centrale n'est pas équipée par les batteries. Donc, on ne peut pas avoir de l'énergie électrique pendant la nuit dans Nord 4. Donc ici, je ne vais pas citer tous les projets éoliens et solaires qui sont au Maroc, mais je vais défiler un petit peu pour bien sûr pour se rendre compte de ce qui se fait au Maroc en termes des énergies renouvelables. Donc nous avons ici tous les projets, leur nom, la localité et l'année de déclenchement, ou bien l'année où à la production a commencé, et bien sûr la puissance installée. Donc vous voyez, il y a plein de projets qui sont éparpillés partout sur le territoire national. Ça, c'est pour l'énergie éolienne. Pour l'énergie solaire, la même chose, nous avons différentes technologies, le nom du projet, la puissance installée dans chaque projet et la puissance totale installée et bien sûr la puissance que le Maroc compte, qui est bien sûr qui est en cours de développer dans le temps actuel et dans le futur proche, c'est-à-dire dans les années à venir très proches. Donc, nous avons encore 6 autres nouveaux projets solaires qui sont appelés le projet Nord Atlas. Et il est composé de 6 centrales. Donc, ces centrales solaires d'une puissance totale installée de 300 mégawatts. Donc, à Boulman, à Jarada, Figuig, à Rachidia, Tata, Tantan. Donc, les principales institutions et acteurs des énergies renouvelables au Maroc, bien sûr, nous avons Mazen. Mazen, c'est l'agence marocaine de l'énergie durable. C'est l'acteur central du pilotage de tous les projets des énergies renouvelables au Maroc, solaire, éolien, hydroélectricité, etc. J'ai oublié de vous dire quelques informations très importantes concernant le complexe نور ورزازات. دونك فاش بدا نور ورزازات كاينين بزاف ديال الناس تيقولوا واش ليليكتريسيتي المغرب سميتو لي زانفستيسور اترونجي كيديروا لي بروجي داك دونك لينيرجي électrique produite il est exporté directement. Non, c'est une information qui est fausse. Le Maroc il développe des énergies renouvelables. Son objectif c'est la souveraineté énergétique et c'est le transfert de technologie, c'est être le leader dans sa région MENA, le Nord-Afrique, le Moyen-Orient et le Nord-Afrique. D'accord? Et puis, voilà, pour mettre en place ces projets, bien sûr, on a besoin des financements colossaux pour mettre en place ces projets. Bien sûr, le budget marocain, il ne peut pas supporter, il n'a pas voilà, les moyens pour lancer cette armada de projets en même temps. Et voilà, ça, et si j'estime toujours, comme je considère toujours, le Maroc, donc le génie marocain, le style Mohamed VI, c'est de faire venir les investisseurs étrangers et la confiance de ces investisseurs pour mettre en place et développer ces projets des énergies renouvelables, même s'il s'agit des montants et des capex qui sont très colossaux. Voilà. Donc, le Maroc, il opte vers l'approche, les 3 PP, les 3 PP, c'est-à-dire partenariat public-privé. Les investisseurs étrangers, ils injectent les fonds et bien sûr,
Et ils ont des spécialistes à travers le monde et des spécialistes marocains qui accompagnent ces technologies venues de l'extérieur, notamment CSP. En 2009-2010, je me rappelle bien ce que j'ai suivi de près le projet Noor Ouarzazate à travers une équipe de recherche qui intègre plusieurs chercheurs de la faculté polydisciplinaire et d'autres chercheurs à l'étranger. On a fait une étude de l'impact de la centrale solaire Ouarzazate sur le milieu socio-économique de Ouarzazate. D'accord? Et c'est à travers à travers cette étude que j'ai beaucoup d'informations concernant ces projets. Et donc, Docteur, si vous permettez, on a passé les oui? 45 minutes. Ah, déjà. Déjà 45 ديجا minutes. داكوغ راه Donc, باقي عندي سميتو هذا دونك فوالا excusez-moi Sir Ghazil, j'ai besoin encore du temps parce qu'il reste d'autres volets, notamment l'hydrogène vert. D'accord? on ajoute Donc 5 je minutes, vais. s'il vous plaît. Ah, d'accord, ok. Docteur? Oui, je peux continuer? Oui, oui. D'accord. Donc voilà, pour le projet des énergies renouvelables, le Maroc bien sûr a accompagné ce plan des énergies renouvelables avec des institutions, de la réglementation, c'est-à-dire les lois qui régissent ce domaine des énergies renouvelables. Donc nous avons Mazen, RISEN, c'est un institut de recherche en énergie solaire et énergie nouvelle, l'AME, l'efficacité énergétique, les instituts de formation au métier des énergies renouvelables et efficacité énergétique, bien sûr l'ONE, c'est-à-dire l'Office national de l'électricité et de l'eau potable, et dernièrement l'ANRE. Concernant les lois, la loi 1309, la loi 82-21, 47-09, 16-09, toutes ces lois, bien sûr, sont des lois parce que les investisseurs, ils ont besoin voilà, des signes de confiance. Voilà, si un pays est un pays voilà, de droit et des institutions, donc, les investisseurs, ils ont confiance pour investir dans ce pays. Création des institutions de formation et de recherche, donc j'ai déjà parlé de ça. Bien sûr, pour accompagner ce plan des énergies renouvelables, Green Energy Park, voilà. Donc, la stratégie la stratégie nationale pour l'efficacité énergétique, ما غاديش نديطاييها, d'accord? Parce que normalement, فيها بزاف, فيها ما يتقال وهذا نقدر نخليوها pour un autre rendez-vous.
Donc, ce que je peux vous donner en termes de cette efficacité énergétique, c'est que le Maroc s'est fixé un objectif pour atteindre une hauteur de réduction significative de la consommation en énergie finale à hauteur de 20%, notamment dans le secteur du transport, le bâtiment, l'industrie et l'agriculture. Et nous avons un ensemble de programmes qui accompagnent cette efficacité énergétique, les énergies renouvelables. Je vais faire défiler هذا pour باش ما نشدكمش بزاف. Donc maintenant, دكتور لا سمعتي ليا الصوت مشى؟ يمكن تاكتيفي الميكرو. pardon. Il y a un autre volet essentiel, c'est celui de la diversification, la diversification des ressources en énergie, notamment l'approvisionnement en gaz naturel, même si c'est une source d'origine fossile, mais le gaz, il est un petit peu moins polluant que le charbon, voilà, le fioul et des autres dérivés du pétrole. Donc, dans ce sens, le Maroc a une politique pour la construction des infrastructures portuaires avec des terminaux en GNL, c'est le gaz naturel liquéfié. Donc, pourquoi? Comme vous le savez, avec la guerre du Golfe, les pays du Golfe maintenant, et, ils pensent à faire des contrats et des partenariats avec le Maroc afin de stocker leur énergie dans les ports marocains. Nous avons actuellement à peu près des ports d'envergure internationale, c'est le Tangemed, le nord-ouest, nord-ouest méditerranéen, le nord, et le port Dakhla Atlantique. Donc ça, le Maroc, il se prépare bien sûr pour le gazoduc qui provient de Nigeria. Donc à peu près 13 à peu près un gazoduc de longueur 5100 kilomètres. Déjà, la partie Nigeria-Ghana, il est déjà construite. Et le Maroc, il a lancé dernièrement un giga-projet de 6 milliards de dirhams pour relier le port de Dakhla vers le port de Nador à travers, bien sûr, le gazoduc Maghreb-Europe, qui est un gazoduc qui provient de l'Algérie et maintenant qui est coupé avec des problèmes avec nos voisins algériens. Et le gazoduc maintenant, c'est un gazoduc marocain. Et c'est, Dieu merci, donc ce gazoduc, il inverse la provision de gaz de l'Europe via l'Espagne. Donc voilà, ça c'est très important. Vous entendez tous qu'il y a un projet de gazoduc Algérie-Nigeria qui passe par le Niger. Donc voilà, des spécialistes de géopolitique, ils stipulent que ce gazoduc, c'est difficile à être réalisé. Pourquoi? Tout simplement parce que le nord du Nigeria, il est plein de groupuscules terroristes, ainsi que le sud de l'Algérie et le Niger. Donc, ce gazoduc, même s'il est facile en termes de la distance, trois pays contre 13 pays du côté de gazoduc Maroc, Nigeria. Le gazoduc terrestre, il est trop risqué. Le gazoduc Maroc-Nigeria, c'est un gazoduc sous-marin.
Donc, les groupes terroristes, ils ne peuvent pas atteindre les fonds marins pour l'exploser. Donc, ça, c'est un point fort pour, même s'il est un peu coûteux, des 25 milliards de dollars, c'est le projet le plus colossal d'Afrique. Voilà l'objectif. Donc, je passe maintenant à l'offre Maroc hydrogène. Donc, dans ce volet, j'ai deux extraits de donc en novembre 2022. Donc, je cite, afin de placer le Maroc dans le club des pays à fort potentiel dans cette filière d'avenir et répondre aux multiples projets portés par des investisseurs et leaders mondiaux, le souverain a donné ses hautes instructions à l'effet d'élaborer dans les meilleurs délais une offre Maroc opérationnelle et incitative couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur de la filière de l'hydrogène vert au Maroc. Il devrait comprendre, outre le cadre réglementaire et institutionnel, j'ai déjà cité ça dans le plan des énergies renouvelables, le schéma des infrastructures nécessaires, etc. Pour l'extrait du discours royal du 29 juillet 2024, je cite le souverain dit, faisant suite à la réunion que nous avons présidée à cette fin, le gouvernement a élaboré le projet Offre Maroc pour l'hydrogène vert. À cet égard, nous engageons le gouvernement à entreprendre la mise en œuvre rapide et quantitative de ce projet, de manière à valoriser les atouts dont dispose notre pays en la matière et à répondre au mieux aux projets portés par les investisseurs mondiaux dans cette filière prometteuse. غير باش نشرح لكم parfois كتسمعوا les couleurs في l'hydrogène. Donc l'hydrogène gris, l'hydrogène bleu, l'hydrogène turquoise, rouge. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc vous savez que l'hydrogène c'est l'atome ou bien l'élément naturel, l'élément le plus abondant dans l'univers, ماشي غير في la Terre, dans l'univers. Mais il n'existe pas à l'état atomique et à l'état moléculaire H2 natif, c'est-à-dire naturel, il n'est pas très abondant, mais l'hydrogène, il entre dans la composition de plusieurs produits, en l'occurrence les matières organiques, le gaz naturel et l'eau, et ainsi de suite. Donc, pour les couleurs, ماشي la couleur ديال l'hydrogène, mais les scientifiques ont donné ces couleurs pour distinguer et pour expliquer la façon de fabrication, c'est-à-dire la production de l'hydrogène. Si l'hydrogène il est produit par des produits qui polluent l'air, c'est-à-dire le charbon, le gaz naturel, etc. Donc, كاين l'émission, la production, le procédé de production de l'hydrogène, il émet les gaz à effet de serre dans la nature. Et par conséquent, c'est polluant. Donc, on dit l'hydrogène noir donc produit par le carbone, avec le procédé de gazification ou bien de gazification, ou bien l'hydrogène gris produit par le gaz naturel. L'hydrogène bleu, c'est un hydrogène produit par le gaz naturel, mais avec captage de CO2 dégagé. C'est-à-dire, on capte le CO2 dégagé pour ne pas être dégagé directement dans l'atmosphère. L'hydrogène turquoise, c'est un hydrogène produit par la pyrolyse de méthane, CH4, en utilisant l'énergie thermique qui provient de réacteurs nucléaires de nouvelle génération et des fours solaires. Pour l'hydrogène rouge, c'est l'hydrogène qui provient de la décomposition de l'eau
en utilisant la chaleur des réacteurs nucléaires. Il ne faut pas confondre l'hydrogène rose et l'hydrogène rouge. Rose, c'est l'hydrogène qui est produit en utilisant, produit par le procédé de l'électrolyse de l'eau, c'est-à-dire on utilise l'électricité pour casser la molécule d'eau et produire l'hydrogène et l'oxygène. D'accord? Et l'hydrogène jaune, c'est l'hydrogène qui est produit par l'électricité du réseau. C'est un mix énergétique fossile, nucléaire, et, renouvelable, etc. Mais l'hydrogène vert, qui est notre sujet, c'est l'hydrogène qui est produit purement par les énergies renouvelables. C'est-à-dire le procédé de production de ce type d'hydrogène, c'est un procédé vert. C'est pour cela qu'on dit la contrainte qui se pose ici, il y a la contrainte de l'eau, il y a la contrainte de l'énergie qui est utilisée dans les procédés. Voilà, je vais expliquer ça après. Donc, donc voilà, le Maroc accélère ses pas pour la mise en place de cette nouvelle filière énergétique d'hydrogène vert. Donc c'est pour cela qu'il a lancé dernièrement six gigantesques projets avec un montant de 30 milliards d'euros, c'est-à-dire 319 milliards de dirhams, soit 18% de PIB actuel. Donc, si vous avez une idée sur le PIB du Maroc, donc actuellement en 2025, le Maroc a réalisé un PIB de 178 milliards de dirhams. Donc, au début des années 2000, le Maroc, il en est à 42 milliards de dollars. Donc, avec ces politiques de la diversification de l'économie marocaine qui ne dépend pas de l'agriculture seulement et du tourisme et des produits de phosphate. Donc, le Maroc a, avec l'automobile, l'aéronautique, les énergies renouvelables, il a pu accélérer en termes de PIB. Donc, vous voyez ici le graphique. Nous avons les investissements prévus en 2025 en milliards d'euros de quelques pays européens et du Maroc. Donc, vous voyez lisiblement, bien visiblement, que le Maroc est là un montant d'investissement qui est très, 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 très colossal. Pourquoi? On va voir pourquoi dans ce qui suit. Donc, actuellement, comme vous le pouvez constater, d'après le graphique précédent, beaucoup de pays sont en train de se préparer à l'hydrogène. On voit donc clairement un marché mondial de l'hydrogène qui est réellement en train de devenir compétitif par rapport à l'hydrogène gris. Parce que l'hydrogène, علاش كنقولوا l'hydrogène gris حيت l'hydrogène gris هو راه شحال هادي والناس surtout les produits producteurs de pétrole, les raffineries utilisent l'hydrogène. Donc l'hydrogène, اللي كيستعملوا, c'est un hydrogène gris et polluant. Ce n'est pas l'hydrogène vert, parce que la production de l'hydrogène vert, avant, il est très coûteux. Donc la remarque, la plupart de l'hydrogène produit, voilà, j'ai déjà dit ça. Et dès que l'hydrogène vert va s'approcher à 2 dollars le kilo, c'est là où que le marché de l'hydrogène va s'exploser, va exploser, pardon. Et c'est à peu près entre 2027 et 2030. Vous voyez je fais vite voilà, pour terminer et pour donner l'occasion auditoire pour des questions. Donc, vous voyez dans ce graphique, je résume, nous avons des courbes qui sont, voilà, qui sont stationnaires au début voilà, des années 2022. Et puis après, il y a une progression voilà, qui saute à partir de 2027, 2028, 2030 notamment. Surtout la partie verte, c'est la production de l'hydrogène vert. C'est là où le marché de l'hydrogène, ou bien cette filière sera bien mûr. Donc, pour le prix de l'hydrogène vert voilà, au Maroc, d'après les chercheurs d'une étude menée
Park de Green Energy Park en collaboration avec l'Institut de recherche en énergie solaire et les énergies et les nouvelles énergies, ainsi que l'Université Mohamed VI Polytechnique de Ben Guerir. Ils ont publié cette étude dans Energy Conversion and Management, met en avant le potentiel de l'hydrogène vert au Maroc, indiquant que 7,26% du territoire offre des conditions idéales pour de tels projets. Cette même étude stipule que le prix d'un kilogramme de l'hydrogène vert produit, il sera entre à peu près 2 dollars à 2,428 dollars. Ça, c'est un signe très, très, très important pour le développement de cette filière au Maroc. Un autre point très important, donc, dernièrement, les trois pays européens proches du Maroc, le Portugal, l'Espagne et la France, ont un réseau de hydrogénoducs. C'est un pipeline de transport de l'hydrogène vert. Il s'appelle H2Med. Ce projet, avec la crise énergétique voilà, en Europe, la coupure du gazoduc Russie-Europe, les pays européens ont besoin de beaucoup d'énergie. Je vous donne un chiffre. L'Allemagne utilise l'équivalent de tous les pays africains en énergie. C'est-à-dire que l'Europe, c'est des pays très industrialisés. Ils ont besoin de l'énergie. Le Maroc est tout près du côté. À titre d'exemple, l'Allemagne a d'ores et déjà exprimé son intention d'importer près de 70% de sa consommation en hydrogène vert pour verdir son économie. Donc, un accord a été signé par le ministre des Affaires étrangères marocain en Allemagne en 2024 pour approvisionner les industriels allemands en énergie, en cet hydrogène vert, bien sûr. Le projet H2Med, dont les rapports techniques, il prévoit une connexion de l'hydrogène vert marocain vers l'Europe. Et c'est un marché très prometteur pour le Maroc. À titre d'exemple, le Maroc vise à avoir une part de ce marché, à peu près 4% du marché mondial de cet hydrogène vert. C'est l'équivalent de 24 milliards de dollars. Si on considère qu'en 2034, c'est le marché mondial de l'hydrogène, il va atteindre à peu près 603 milliards de dollars. Le Maroc bénéficie d'un site géographique stratégique proche de l'Europe, d'accord? Et nous avons des concurrents, les concurrents du Maroc au monde, dans cette filière d'énergie d'hydrogène vert, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, l'Australie et le Chili. Vous voyez, normalement, l'Arabie Saoudite, l'Égypte sont très loin de l'Europe, l'Australie de même, et le Chili. Et donc, il reste le Maroc qui est très proche de l'Europe, qui va avoir une grande part de ce marché européen. De plus, nous avons des gisements solaires et éoliens dans un même site et tout proche de littoral, c'est-à-dire l'eau, باش ننتجوا l'hydrogène, l'hydrogène vert, باش ننتجوا l'hydrogène vert, صنع l'énergie propre, c'est-à-dire renouvelable, وخصنا le foncier, bien sûr le foncier, وخصنا l'eau. Donc l'eau, c'est le dessalement de l'eau de mer اللي غادي تستعمل في la production de l'énergie. Et le coût de dessalement, le coût total de la production de l'hydrogène vert, il ne représente qu'une petite portion. De plus, nous avons la confiance des organismes et donc nous avons le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, les fonds souverains des pays du Golfe, donc les Émirats arabes unis, un grand allié du Maroc,
a le plus grand fonds souverain dans le Moyen-Orient et le Nord et l'Afrique du Nord, et bien دكتور d'autres investisseurs اسم- étrangers. نعم. دكتور راهنا ديباسي يعني لو طون. ما D'accord, سخيناش بك d'accord. صراحة. il a beaucoup d'informations. راه l'exposé trop حاولت باش riche. نجمع كل شيء، حيت إلا كان ممكن نعطيك الناس كيسمعوا. une نعم. minute تعافاك. إلا كان لنا دكتور une minute غادي نكمل بجوج ديال لي بوين اللي مهمين بزاف. عندنا لا فيليير لوفر ماروكان، لوفر ماروك انرجي هيدروجين فير. عندنا دو انترلوكوتور في المغرب. عندنا مازن، سي لو بوين فوكال، هو سي l'interlocuteur exclusif qui va voilà, accompagner les investisseurs étrangers qui vont qui vont développer des projets de l'hydrogène vert au Maroc. ماشي la production ديال l'hydrogène، ماشي مازال غادي تدير la production، غادي دير l'interlocuteur. مي لو سي بي هي اللي غادي دير la production de l'hydrogène vert. علاش لو سي بي هذا مهم بزاف؟ كتعرفوا المغرب عنده دي غراند ريزيرف ديال الفوسفات في العالم، وبيان سور الفوسفات عنده علاقه مع لاغريكولتور، سيتادير خاصنا لي زونغري. المغرب باش يدير لونغري عنده الفوسفات ولكن ما عندوش لامونياك. داكوغ، ما عندوش لامونياك NH3. ومنين كيجيبها كيشريها من بزاف ديال الدول، كيشريها من عند لي زيتازوني، لا روسي من قبل، كيشريها من عند السعوديه. شحال كيجيب لو سي بي من لامونياك كل عام؟ 2 مليار دولار باش يجمع لامونياك مع الفوسفات. لقاش لي فوسفات فيهم، في لي زونغري فيهم الفوسفات وفيهم لامونياك. دونك باش يدير لي زونغري راه خاصو لي دو. داكوغ. Mais de plus, les produits marocains sont méconnus des produits verts. C'est-à-dire, la Bretagne, les engrais, le barra, sont méconnus des engrais verts. L'ammoniac, les radines, c'est l'ammoniac vert. L'ammoniac, كنصنعوها من l'azote ديال l'air par le procédé Haber-Bosch, et l'hydrogène vert qui provient de la production de l'hydrogène vert à partir de l'électrolyse de l'eau en utilisant les énergies renouvelables. هذا le point مهم. Le deuxième point, كاينين عندنا déjà 5 ديال les investisseurs, ils sont en place. C'est plusieurs consortiums des multinationales américaines, espagnoles, saoudiennes, les Émirats, etc., qui sont déjà les Chinois, ils sont en train de développer la filière 3 points في 3 régions في الصحراء المغربية: قلميم، العيون، الداخلة. Voilà. Les infrastructures et partenariats ما غاديش نهضر عليهم بزاف. Donc voilà. Donc en conclusion, le Maroc, c'est un hub africain confirmé de par sa position stratégique dans la course mondiale à l'hydrogène vert. Donc, c'est un levier de la filière ADI, c'est un levier de souveraineté et la compétitivité en termes d'énergie au monde. La coopération internationale accélère l'implantation de l'écosystème industriel avancé, les électrolyseurs, l'électronique de puissance, l'ingénierie système, l'optimisation de stock, l'intégration industrielle, c'est-à-dire l'intégration de la filière d'hydrogène dans l'industrie. Et nous avons bien sûr l'infrastructure portuaire marocaine qui jouera un rôle en termes de souveraineté énergétique puisqu'il constitue une plateforme FSRU, c'est Floating Storage and Regasification Unit. Ce sont des terminaux اللي تيكونوا في لي بور pour le stockage ديال l'énergie. Bien sûr, le Maghreb, il vise à atteindre les objectifs des ODD, donc ODD relatives aux énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, la lutte contre les changements climatiques, l'industrie, l'innovation, les infrastructures, l'ODD 9, l'ODD 11, c'est les villes et communautés durables,
Donc, pour préparer cette conférence, il m'a fallu chercher dans une bibliographie très diversifiée. Le ministère de la Transition énergétique, Mazen, Erizen, canal YouTube Atlas Book, ERENA, et bien d'autres ressources. Je n'oublierai pas un grand monsieur au Maroc. C'est un expert international en énergie, monsieur Amin Benouna, professeur à l'université Qadi Iyad. Maintenant, il est en retraite. Et الدليل العربي لحقوق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أعده نخبة من المختصين في مجال هذا. دونك شكرا على اهتمامكم. تنمرت غير تغطفتنا. شكرا جزيلا دكتور.